voir, c'est vous, notre Congolais marqué sur le milieu de blanc. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup qui bouleversent, qui passent à la. Est-ce que vous avez une façon particulière de célébrer vos buts? Célébrer mes buts. Chez nous, on fait papa, Fimbo. Je ne sais pas si vous avez votre façon à vous. Non, j'ai pas une célébration. La seule chose que je célèbre, c'est je rends gloire à Dieu chaque jour, chaque moment, chaque but. Parce que quand je suis chrétien et quand je joue, c'est pas moi qui joue, c'est Christ qui joue. Absolument. Donc, la seule chose que je peux rendre grâce à Dieu, je me mets à genoux, je rends grâce au Seigneur. Ça fait beaucoup de bien en tout cas d'évoquer Dieu comme c'est écrit, même dans le football, dans tout domaine. Alors je ne sais pas, en regardant, José, toi, cette image, il faut dire, on a du talent aussi en RDC. On a du talent. Et puis une chose, j'aimerais poser à Eliakim. Oui, allez-y. Il y a une question, c'est normal, en fait, vous avez notre honneur, vous faites l'honneur de cette émission. Alors, est-ce que vous êtes 100% congolais? Oui, 100%. On ne va pas contacter. C'est intéressant ce qu'il dit. On ne va pas jamais tenter de jouer pour la sélection espagnole, quelque chose du genre. Par contre, à mon grand frère Sim, à moi, j'ai eu des opportunités pour jouer en équipe nationale en Belgique. Mais bon, ça c'est un jeune, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu. Vu qu'avec la concurrence qu'il y a maintenant actuelle avec Romelu, qui est indispensable en équipe nationale, et puis il y a aussi Michi, qui est aussi indispensable. Donc, on espère, on croit toujours. Alors, résister face à cette proposition qui arrive avec beaucoup d'intérêt, est-ce qu'il faut dire c'est parce que vous portez l'amour un jour de défendre votre pays comme joueur, ou c'est parce que l'opportunité n'est pas encore bien formulée? Non, c'est pour l'amour, parce que quand je joue au foot, je joue toujours avec l'amour. Quand je dois défendre les couleurs, je défends les couleurs du club et du pays. Alors, les temps passent très vite, on va terminer tout à l'heure cette émission. Il est rapidement un mot pour le groupe A. Pour les groupes A, moi je dirais que attention, on ne peut pas aussi sous-estimer le Cameroun. Non, mais quand même, il y a quand même les médias locaux qui disent qu'ils ne sont même pas en forme. Je sais, voilà pourquoi j'ai même leurs médias sont en train de douter de leur formation. Je sais, voilà pourquoi j'ai dit par rapport à ils vont jouer quand même sur le sol des anciens, ça peut être aussi un argument. Dans le football moderne, il y a tout ça. C'est son histoire. Quand on va bêler dans les trucs de terre. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire comprendre par rapport à l'histoire. Écoutez, les Cameroun. Non, quelle histoire? Non, mais la par rapport à l'histoire du football, mais on est tous d'accord. Le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. C'est l'une des pays. Sur le plan global, sur ces points, on est mais sur les Chad, non. Non, écoutez, on ne peut pas minimiser les Cameroun jusqu'à ces points. C'est vrai. J'étais tout à fait d'accord, mais voilà. Non, mais quand même, on peut se poser la question, il a fait combien de Chad? Il n'y a pas de problème, qu'il fasse. Il y a un problème. Justement, je vais vous rappeler quelque chose. Très vite, les parcours du Cameroun en ce qui concerne les championnats d'Afrique des Nations. 2009, non qualifiés. C'était la première édition remportée par la RDC. 2011, absolument, le Cameroun qualifié. Mais l'aventure du Cameroun s'est arrêtée en quart de finale. 2014, non qualifiés. Ça aussi. Et en 2016, leur aventure s'est arrêtée au quart de finale. 2018, éliminé en premier tour, donc en phase de Lyonnais. Je n'ai pas, on n'a pas forcément le temps. Je vais juste glisser un mot par rapport à. En 30 secondes, si ça peut être Je sais possible. que fait la force du Cameroun, c'est quoi? Ce sont le professionnel. Voilà. Ils ont des joueurs qui jouent dans de belles équipes au niveau de l'Europe, au niveau de l'extérieur. Mais au niveau national, ils ne pèsent pas vraiment. Alors, le groupe est rapidement nous avons. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la Ligue nationale de football. Après cette très longue période d'interruption, est-ce qu'il faut dire, depuis que les championnats a repris chez nous, il y a de la qualité? Est-ce que les équipes sont au rendez-vous et nous font vivre du bon spectacle? Parlons de la Ligue nationale de football. Pas totalement. Moi, je dirais pas totalement parce que déjà, nous fans de la Ligue nationale congolaise, on n'est pas vraiment satisfaits. En quoi êtes-vous satisfait? Par rapport au jeu. Le football ne nous parle pas de nous rejouer comme on se réjouissait auparavant. Sauf qu'on rencontre en Ligue des Champions, on a vu l'AS Vita Club qui nous a fait un peu du bien. Et non, contrairement, c'est l'AS Club qui revient avec avec les matchs, ça a été difficile. Alors qu'il y a eu c'était à l'extérieur. Mais le TP Mazembe joue à l'extérieur, évidemment, pour le Derek Club. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a un autre avis contraire pour relancer justement le débat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que depuis 2010, que cette organisation de la foot a commencé,
c'est la toute première fois qu'on voit un très bon championnat. Absolument. Très discuté, très discuté, avec des très beaux buts. Moi, en signalant, il y a le Blessing, les Bénis plutôt qui jouent très très bien. D'ailleurs, une équipe promise. Même si pour le moment ils sont vraiment en difficulté, je suis chez ces championnats avec avec un œil très attentif. Avec intérêt, parce que je diffuse ces matchs dans ma chaîne et je suis là tout le temps commenter ces matchs et je me dis c'est la toute première fois que je vois un tel niveau de jeu. Pour faire équipe sur ces plateaux avec Aristote contre vous, moi je suis tout à fait d'accord avec Aristote, sauf que c'est du bon football. Sauf que vous allez dire que c'est du bon football. Or, on compte beaucoup de couacs. Par rapport à la prestation de joueurs, moi je trouve que c'est pas correct. Non, en fait, c'est tout à fait normal. Quand on voit les joueurs étaient quand même bloqués, on avait déjà annulé les championnats pour essayer d'arrêter la vague de coronavirus. Avec ces problèmes financiers aussi, même en Europe, on a vu qu'ils ont repris des fois. Il y avait ces algorithmes aussi. Ça a été partout. Mais les G en globalité, ça a été très bon. Sauf que ici en RDC, c'est différent. Le joueur ne nous propose pas un bon jeu. Parce que là, vous voulez soulever peut-être un problème organisationnel, je ne sais pas. Non, si c'est sur le plan organisationnel, moi je dirais il y a quelques failles. Ça c'est vrai. Il y a quelques reports. Même en Europe, avec la VAR, justement, nous en ressentons quelques difficultés. Mais dire que dans le jeu, il y a des problèmes, non, dans le jeu, il n'y a pas de problème. En tout cas, il nous propose. C'est un très long débat, parce qu'il y a de la passion, on ne saura pas tout dire. En tout cas, c'est 31, je rappelle. On arrive à la fin de l'émission. On a prévu une petite séquence. Bon, question calme. Cher ami, à vous, question Chan. À vous de choisir et désirer. Bon, vous êtes au point, je vous laisse choisir. Et moi, je vous lis les questions rapidement pour répondre. On n'a pas cette temps. Prenez comme vous voulez. Bon. Je sais que les derniers n'auront pas de choix. On commence avec vous puisque vous n'avez pas de choix. Moi, je peux lire rapidement pour vous répondre. Votre question, la RDC éliminée du CHAN 2011, deuxième édition. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-nous qui parle dans cette réaction. On a eu une occasion de marquer sur penalty, mais l'arbitre ne nous a pas aidés. Qui parle? Vous posez... Je rappelle la question. Les athlètes ou non, moi je vous dirais. Je répète la question pour vous aider. La RDC éliminée du CHAN 2011, deuxième édition. Dites-nous qui parle dans cette déclaration. On a eu une occasion de marquer sur penalty, mais l'arbitre ne nous a pas aidés. Très vite. Rapidement. Ça vient pas. Je vais vous aider. Oui, votre réponse. La réponse est très claire. Il s'agit du sélectionneur Santos Mutubile sur RFI. Une déclaration portée des charmes, de frustration. Non mais c'est vrai, ça fait longtemps aussi. Ça fait un temps, ça fait vraiment longtemps. Si c'était même vers 2016, j'allais m'en souvenir. C'était l'émission spéciale charme. Alors pour vous Aristote, j'espère que vous aurez la réponse. J'ai vu vos réactions quand vous avez tiré le papier. Combien de fois la RDC a participé à la phase finale du CHAN et quelles sont ces années? Bon, c'est facile aussi. Oui, si ça ne vient pas non, c'est facile. Il a participé 5 fois et on a 2009. On a 2011, si je ne me trompe pas. Il y a 2016. Il y a cette année aussi qui va participer. Non, on ne compte pas encore. 2018, il n'a pas participé à 2014. Très bien. Bravo. D'imbécile passage pour vous. Ça, je l'espère bien. Alors, Désiré, question rapidement. On est en train de finir. 2014. Bien sûr. 4 fois à une phase finale il y a 2009, 11, 14, 2016, 2016. C'est seulement la dernière édition, celle de 2018. Il ne savait même pas qu'il y a 2014. N'est-ce pas qu'on a été battu par le Congo-Brazza? On a fait. C'était pas la compétition. Non, là, il faut faire activer l'archive. On finit avec vous, Désiré. Votre question à la rubrique pour terminer, CHAN 2011. L'aventure pour le Léopard et RDC s'est arrêtée à quelle étape de la compétition, contre quelle équipe, et puis quel a été justement le pays hôte, le pays qui a organisé la compétition en 2011, rapidement. On n'a pas bien Non, en fait. Demandez de l'aide. Vous répondre à la question, Demandez de l'aide, si ça ne vient pas. Si je ne me trompe pas, on a été éliminé au niveau de la quart de finale. Oui, très bien. Première bonne réponse. Avec face à... Je peux vous aider face à la Tunisie. C'était quoi le score? Un petit score. C'était 1-0. Ça fait très mal à Mutubile Santos. Donc ça avait très justement la déclaration tout à l'heure.
Et puis qui avait organisé cette édition 2011. C'était la Côte d'Ivoire. Zéro. Non, Un gros zéro. La Tunisie, Zéro encore. la Libye. Zéro. C'est le Soudan qui a organisé. C'est le Soudan qui a organisé. C'est le Soudan. Il est même sorti 3e. Absolument. Donc c'était une révélation même de la compétition cette année. C'est le Soudan. Merci cher ami. Débrouillé. Tu habitais pas du Cameroun. J'ai l'impression de dire, mais vous n'avez pas encore ici ça à l'époque finalement. Bon là c'est pour amuser galerie, etc. Boton Dinabi non démolé. Oui, merci aussi à toi et moi je vous dis aujourd'hui à 17h. Côté festivité, il y a la pétoye. Voilà, il y aura diffusion de la chaîne. Alors est-ce que vous pouvez m'aider à dire merci à cette équipe? Oui, bien sûr, même si on ne connaît pas les noms. Il y a Chris Kazambay de l'autre côté. Chris Kazambay, nous avons Capella Timba, Devin Silipasa. Sans oublier l'ingénieur William qui a réalisé ce programme. L'ingénieur William, c'est vraiment une très belle équipe. On sent vraiment le travail, ils sont en train de battre. C'est vraiment énorme aussi. Mais je pense qu'au coup là, on va prolonger ces débats. Voilà. D'ailleurs, à Fast TV, on attend. Déjà aujourd'hui à 17h, vous allez suivre l'émission. C'est aussi un plaisir pour moi de partager le même plateau comme des analystes. Ouais, c'est la toute première fois qu'on participe avec. Voilà. Alors ça fait plaisir. Cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon, ça y est. Hommage aux footballeurs décédés cette année 2020. Moi, j'ai répertorié. On va commencer avec d'abord l'Italien Paolo Rossi, les héros italiens de la Coupe du Monde 1982. Vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est de l'histoire. Paolo, je ne sais pas aussi, qu'est-ce que vous gardez de lui? Sa carrière par exemple. Déjà, meilleur buteur en 1982 avec la Squadra Azzurra, l'équipe de l'Italie. Et il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe d'Italie. Sacré meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur de la compétition. Et il a fait des grandes choses dans le football italien. Donc, on comprend qu'il a eu des hommages mérités. En 2020, il est décédé et puis on a perdu beaucoup de joueurs. Oui, sincèrement. On va parler tout à l'heure de notre légende du football. Mais à ce qui concerne Paolo Rossi, il faut rappeler à l'attention de nos téléspectateurs, au niveau des clubs, il s'est d'abord fait connaître en tant que buteur prolifique, etc. Finalement, il est passé par la Juventus et puis la AC Milan. Quel témoignage gardez-vous? Est-ce qu'on peut dire que c'est une grosse perte pour le football mondial, Aristote? Bon, normalement oui, c'est une grosse perte parce qu'on se dit il était quand même une école en Italie. Il faisait des très bonnes heures, il a très bien joué, il a très bien fait son foot. Il a quand même encadré beaucoup de joueurs. Absolument. Comme je vais rapidement l'Italien Pirlo. Il a encadré Pirlo, voilà, il a encadré. Ils sont nombreux. Voilà. Aujourd'hui, on va Pirlo jouer un très bon football. C'est grâce aussi à cet homme. Alors on s'est dit, on a perdu un très grand homme. Alors très vite, Diego Armando Maradona, décédé à l'âge de 60 ans, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, vainqueur, je répète, de la Coupe du Monde 1986 avec l'Argentine, auteur de la main de Dieu, cette fameuse main de Dieu qui reste historique. C'est le grand témoignage qu'on garde de lui, Diego Maradona très récemment, très tôt peut-être pour les uns comme les autres. Ah oui, Diego Maradona est parti. Et les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages par rapport à Armando Maradona. Il a fait de bonnes choses. D'ailleurs, il a montré la voie à Lionel Messi, si je peux le dire. Bien que Lionel Messi est un bon joueur, mais Messi a toujours considéré Diego Armando comme son idole. Oui, c'est un peu ça. Alors, Aristote, du Boca Junior à Naples, en passant par le FC Barcelone, comment regretter, puisque l'on est en train de clôturer à quelques heures cette année 2020, comment regretter aussi un gros comme Diego Armando Maradona? Moi je dirais juste on doit se rappeler de 1981. Si on se rappelle de ça, on va rapidement voir qui a été cet homme, domaine foot en tout cas. J'aimerais que vous le rappelez en précision. Voilà, il y avait ces matchs entre l'Argentine et l'Angleterre. Il a marqué le plus beau but. Le but du siècle, voilà, évidemment. Il a marqué le plus beau but jusqu'à présent. Il a fait ce qu'on appelle la main de Dieu. Il a remporté une Coupe du Monde et ça a été vraiment une très bonne chose. Mais il faut se rappeler aussi qu'il avait 8 enfants et 6 femmes. Alors emporté par la maladie après. C'est quand même un homme à part entière parce qu'il avait tout. Donc tout était beau pour lui. Les femmes, tout. Pour finir, une autre grande figure du football africain, Papa Bouba Diop, à 42 ans, il quitte la terre des hommes. Est-ce qu'un témoignage, ça vous rappelle, en parlant de cet homme, vous vous rappelez de quelque chose? En 2002. Il a marqué les buts contre la France. Voilà, tout le monde se rappelle de ça. Même à la jeune génération, on peut le comprendre. Donc,
il marque le premier but lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de 2020. C'était face à la France. C'est cet unique but qui a forcément permis à la sélection sénégalaise de s'imposer face à la France. Voilà, moi je dirais rapidement que je me rappelle juste de son président, le président de la République, qui avait dit la France championne du monde, le Sénégal gagne la France, on sont champions du monde. Voilà, là c'était le président qui avait dit ça. Et moi je confirme parce que quand on gagne la France, vous êtes champion du monde. Comme ça que le Barça avait égalisé avec cette passe de Lionel Messi renvoyée, De Jong l'a renvoyé chez PSG. C'était ça le chemin. Le Barça était vraiment. Le capitaine argentin, il a doublé. Mais j'ai l'impression qu'on veut refaire encore ces matchs. Alors, faut du temps, vraiment, on ne saura pas le faire. Mais moi, je voulais qu'on essaie d'analyser la performance, cette traversée du FC Barcelone, qui était depuis le début de la saison, qui a connu beaucoup d'atrocités, qui était justement à l'autre moitié du classement. Mais après cette victoire le mercredi dernier, le FC Barcelone les MENA classé à la 3e position. Parlons-en quand même. Et qu'est-ce qui explique ces succès-là, cette remontée? Le mental de joueur. Le mental des joueurs, Lionel Messi a dit le mois de décembre, ce n'est pas le mois de janvier. Donc il y a changement de programme, il a changé de cap, il a dit qu'il prendra sa dernière décision au mois de mai. Donc à la fin de la saison, déjà il a repris la morale, il va jouer et puis non seulement lui, mais toute l'équipe est en train de jouer. L'équipe est motivée grâce à son leader. L'équipe est motivée, il va... Le leader, vous parlez de Lionel Messi, le capitaine de l'équipe. José, toi, ce succès de ces Barcelone, qu'est-ce qui se cache derrière ce succès? Vu que Léo Messi est là, il y a de l'espoir. Mais ces Barcelone en difficulté, on présente Lionel Messi, moi je ne pense pas que c'est une bonne justification. Bon, sa morale n'était pas, comment dirais-je, mais quand vous reposez tous ces succès sur Messi, il faut dire qu'on continue sous la dépendance Messi en parlant de ces Barcelone. Il doit faire le meilleur de lui, il doit aussi donner le meilleur de lui parce qu'il est déjà à la fin de son mandat, donc c'est normal qu'il doit... Alors parlons rapidement de Lionel Messi qui a signé un doublé. Est-ce qu'il faut dire réellement en peu de mots, Messi est des retours? C'est Messi qui a toujours porté les Barcelone et finalement des retours. Ah oui. Il porte les brassards et il porte les brassards. Il faut oublier nos inquiétudes, José, et maintenant il faut laisser Messi faire son boulot. Oui, il faut le laisser faire son boulot. Moi je l'appelle, c'est un synonyme d'assurance. Quand il est là, il y a de l'espoir. Mais est-ce que ça ne va pas encore fragiliser, nous ramener à ce système que Koeman a forcément travaillé là-dessus, du Barça qu'on avait vu pleinement, plaisamment, dépendant largement de Lionel Messi. Bon, Koeman n'avait pas un système de jeu un système tactique qui pouvait avancer dans chaque match. Il avait tout le temps de changement de positionnement de joueurs. Donc, ce qui faisait en sorte qu'il n'avait pas assez comment dirais-je, de possibilités d'affronter d'autres équipes. Bon, avec Messi, ça ne surprend pas parce qu'il a toujours été celui qui porte les Barcelone. Mais parlons aussi d'une pépite qui monte en puissance, des jeunes Pedri, rapidement. Pedri aussi, qui est en train de réussir son début de saison, sa première saison ici Barcelone. Un mot pour Pedri, rapidement, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient en esprit? La connexion, ça marche. Oui. La connexion Messi-Pedri, qu'on appelle actuellement Pessi. Donc ça donne de Griezmann, comparé à Andrés Iniesta, a beaucoup de joueurs aussi. Pas trop comparé, mais ça commence, cette connexion commence à arriver. De l'avenir aussi, il apporte beaucoup d'énergie, du volume de jeu aussi à Barcelone. Donc il est vraiment super à ce niveau. Mais c'est aussi le choix de Ronald Koeman, il faut le dire, bon, il n'a pas été fameux depuis qu'il est arrivé, quand même, il a apporté quelques choix, il a donné de la place aux jeunes. En parlant des Pedri qui montent en puissance aujourd'hui, il faut le dire clairement que c'est l'œuvre concrètement de Ronald Koeman. Il est l'entraîneur, il est le capitaine, c'est lui qui commande, c'est lui qui est à la tête de l'équipe, donc c'est normal. Mais la question se pose que bientôt là, ce sera pour l'élection. L'élection qui arrive, qui devait avoir lieu en mois de mars, mais qui a été anticipée. Donc, en janvier, forcément, il y aura un changement au niveau de la coordination. Koeman, c'est aussi l'homme de... le sort de Koeman, est-ce qu'il va toujours... Non, Koeman est sous